Nous sommes le lundi 8 avril. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour le 20 de la télévision du Burkina. Au menu de ce journal, le réseau des chambres d'agriculture de l'Afrique de l'Ouest fait le bilan de ses activités dans la capitale burkinabé. Il est également question de l'élaboration du plan stratégique 2013-2017 pour la professionnalisation de l'agriculture dans la sous-région. Un nouveau produit pour le traitement de l'eau à domicile, bientôt à la disposition des populations burkinabè. Le programme Aquatabs a été lancé ce matin. Et puis, Margaret Thatcher est décédée, l'ancienne Premier ministre britannique, celle que l'on avait surnommée la Dame de Fer, est morte ce matin à l'âge de 87 ans. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. Un journal que nous ouvrons par le carnet d'audience du président du Faso. Le chef de l'État a reçu ce matin l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso. Le diplomate en fin de mission au Faso est allé dire au revoir à Blaise Compaoré. Entre autres sujets évoqués au cours de cet entretien, les relations de coopération entre les deux pays et la situation sécuritaire dans la sous-région en général et la crise au Mali en particulier. Suivons le diplomate sénégalais à sa sortie d'audience. Il est au micro de Salinana. Au terme de mon séjour ici, dans cette belle terre africaine du Burkina Faso, j'avoue que, en termes de bilan, notre conversation a d'entrée de jeu tourné autour des relations entre le Sénégal et le Burkina Faso. Nous avons parcouru très largement la situation sécuritaire dans la sous-région. Comme vous le savez, le président Compaoré a toujours été sur le pont en ce qui concerne les conflits dans la sous-région, voire dans le continent. Et sur le dossier malien, il a joué un rôle décisif en qualité de médiateur, grâce à sa vision éclairée basée sur une diplomatie de l'influence, par opposition à la diplomatie de puissance, basée sur la force, parfois militaire, d'autres fois économique. Nous avons également passé en revue les perspectives en ce qui concerne la crise malienne, et il a réitéré sa foi au dialogue, surtout au dialogue politique en vue de la résolution de la crise malienne, une fois que les armes vont retomber. Je lui ai rendu un vibrant hommage et je l'ai remercié pour tout l'appui qu'il m'a apporté pendant mon séjour, pour toute la collaboration dont j'ai pu bénéficier de la part de son gouvernement, de la part de l'ensemble de ses collaborateurs, en vue de me permettre de mener à bien ma mission en qualité d'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso. Et puis ce communiqué pour poursuivre. À l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des concertations sectorielles et régionales sur l'assurance maladie et le développement des mutuelles sociales au Burkina Faso, placé sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 9 avril 2013 dans la salle de conférence internationale de Ouagadougou à partir de 7h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. Signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbaré, commandeur de l'ordre national. La suite de ce journal, mieux connaître la fraude et la corruption. Pour mieux les combattre, le ministère de l'Économie et des Finances veut doter les membres des comités anti-corruption des outils nécessaires pour mener à bien cette lutte. La formation sur la prévention et la détection de la fraude et la corruption se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Claudine Bikaba. C'est au vu de l'ampleur de la corruption au Burkina et de la fragilité de l'économie qu'elle entraîne que le ministère de l'Économie et des Finances a installé des comités anticorruption à la date du 14 février dernier. Et c'est pour que ces organes de contrôle assument leur mission au mieux que cette session de formation sur la prévention, la détection de la fraude et de la corruption a été organisée à l'intention de tous les membres de ces comités et des inspecteurs techniques des administrations. Les attentes, c'est que les membres de tous les comités anticorruption soient bien formés et qu'à terme, on puisse étendre en fait
ces connaissances-là à tous les acteurs, aussi bien du ministère de l'économie et des finances qu'à tous les organes de contrôle. Selon des statistiques, la Banque mondiale estime à 1000 milliards de francs CFA le poids financier de la corruption dans le monde. Ces phénomènes impactant le développement de nos pays, il sera donc dispensé à cet atelier de formation des modules tels que les origines et mécanismes des détournements de fonds. Cette session de formation serait articulée autour de 3 thématiques essentielles. Dans un premier temps, il serait fait point de l'état des lieux de la corruption dans le monde et au Burkina Faso. Et on se rendra compte que c'est un phénomène qui est universel. Ensuite, nous verrons de façon détaillée les techniques de prévention, de détection de la fraude. Et enfin, dans un troisième module, il serait développé des cas pratiques. Quant au Burkina, des rapports sur l'état de ce phénomène révèlent que seulement 20% des faits connus de cette pratique sont poursuivis. Il constitue donc une gangrène pour notre économie, d'où cette initiative. Le syndicat national autonome des travailleurs des fibres textiles a sonné la rentrée des classes vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. Une rentrée syndicale qui permettra de passer en revue le travail accompli et de définir les orientations pour la défense des droits des travailleurs. Le renouvellement des instances de coordination était également à l'ordre du jour de cette réunion qui a regroupé les délégués syndicaux des régions cotonnières du Burkina et des structures sœurs. Sanoua Christine Koulibaly. Cette rentrée syndicale se tient dans un contexte où, malgré une bonne campagne cotonnière 2012-2013, des menaces pèsent sur l'avenir de la filière qui ne cesse de subir les caprices du marché mondial, au dire du secrétaire général du syndicat national autonome des travailleurs des fibres textiles Sinafitex. D'où le thème « Lutte syndicale dans un contexte de crise ». Un choix qui se veut une approche anticipative de défense des intérêts et de conquête de nouveaux droits pour les travailleurs de la nationale des fibres textiles. Le coton se vend sur le cours mondial et les prix sont constamment en baisse. Bien que vous fassiez une bonne production, si les prix ne sont pas bons, alors vous conviendrez avec moi que vous ne pourrez pas faire des bénéfices importants. Si on dit bénéfices, on dit beaucoup plus de manne à partager à l'ensemble, à tous ceux qui ont participé à cette production, notamment les travailleurs. Alors donc c'est pour ça, nous avons fait une assez bonne production cette année, mais n'empêche que l'avenir n'est pas très rose. Il était important pour nous de travailler sur ce thème pour outiller nos militants des techniques de lutte par rapport à cette période précise qui est extrêmement difficile. Que faut-il faire en période de crise? Comment faut-il faire pour conserver ses acquis, conquérir de nouveaux droits malgré la crise? Alors, des questions qui trouveront réponse au cours de cette journée ou des sous-thèmes comme les effets de la crise sur les entreprises, le dialogue social comme moyen de résolution des différends seront abordés. Il s'agira également pour les délégués syndicaux venus des régions cotonnières du Burkina de renouveler la coordination du Sinafitex créée en 1999. À Ouagadougou, le réseau des chambres d'agriculture de l'Afrique de l'Ouest tient depuis ce matin sa 6e assemblée générale. Il est question de l'élaboration du rapport bilan, mais aussi de la formulation du plan stratégique 2013-2017 pour mieux répondre aux défis de la professionnalisation de l'agriculture dans l'espace Iomoa. Pélagie Savadougou. À cette 6e session de l'Assemblée générale du réseau des chambres d'agriculture de l'Afrique de l'Ouest, RECAO, les participants issus des chambres d'agriculture des pays membres de l'UEMOA vont se pencher sur la formulation du plan stratégique de la période 2013-2017. Ils vont également échanger sur le rapport bilan des activités menées et procéder au renouvellement des instances dirigeantes. Ce plan stratégique va leur permettre de décliner, n'est-ce pas, des actions qui vont donc les aider à mieux cibler les différentes activités, à mieux cibler, n'est-ce pas, les objectifs, pour faire en sorte que la vision qu'ils ont de ce que devrait être le CAO en 2017, que déjà ces activités, ces objectifs qui seront définis, leur permettent, n'est-ce pas, de préparer effectivement
la réalisation de cette vision. De plus en plus, il y a des professionnalistes au niveau des producteurs. C'est-à-dire que produire de qualité et en quantité, essayer de faire les transformations et la commercialisation. Donc tout ça, ce sont des choses palpables que nous avons remarquées. Nous avons mis aussi des observatoires des racines et tubercules, bétail et viande, oignons, fruits et légumes au niveau de la sous-région. Il est attendu de cette rencontre des recommandations et des résolutions pour une professionnalisation de l'agriculture dans la sous-région. Créé en 2001, le réseau des chambres d'agriculture de l'Afrique de l'Ouest vise à faire de l'agriculture un moteur de développement économique, social et culturel. Et nous repartons dans le Houé pour un atelier de validation des curricula au centre agricole polyvalent de Matourkou, un centre de formation professionnelle qui voit ses capacités se renforcer grâce à l'UNICEF qui a offert du matériel informatique à la structure. Ahadi Sandamba. Le présent atelier vient à la suite d'une série de rencontres organisées par le centre agricole polyvalent de Matourkou. Un atelier qui vise à valider les curricula qui prennent en compte les dimensions nutrition et sécurité alimentaire afin de les adapter aux préoccupations des acteurs du monde rural. Nous voulons que tous les acteurs qui vont sortir, les 250 personnes lauréats qui sortent chaque année au niveau du Cap Matourkou, puissent avoir un certain potentiel pour sensibiliser, informer les populations rurales, parce qu'ils quand ils vont sortir, seront en contact avec les populations rurales sur un certain nombre de thèmes, particulièrement sur la malnutrition. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce que la malnutrition et comment est-ce qu'on peut la juguler. Aujourd'hui, il est question que l'ensemble des compétences nationales se retrouvent pour valider le processus de révision des curricula, pour intégrer l'éducation nutritionnelle dans les cursus de formation au centre agricole polyvalent de Matourkou. La FAO et l'UNICEF accompagnent le centre de formation de Matourkou dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Ce matériel informatique octroyé au centre de Matourkou par l'UNICEF devrait donc contribuer à relever les défis en la matière. Dans le cadre de notre partenariat, on laisse la latitude aux partenaires de solliciter ce dont il en a besoin. Et dans ce cadre précis, ayant estimé que c'est un centre de formation, il leur fallait également des outils modernes pour leur permettre d'accompagner les enseignants dans ce système de formation. C'est dans ce cadre donc qu'on les a accompagnés avec du matériel informatique. Il y a des vidéoprojecteurs mais qui ne sont pas ici encore parce qu'il y a eu des petits problèmes de réception. Créé depuis 1963, le centre agricole polyvalent de Matourkou est une école de formation agricole du ministère chargé de l'agriculture. Il met chaque année à la disposition du monde rural des agents techniques, des techniciens supérieurs, des ingénieurs et des conseillers d'agriculture. Les responsables des ONG suisses Solidarité Internationale et ELA prennent la mesure des actions de ces organisations au profit des jeunes déscolarisés. Ces ONG interviennent dans le financement de la formation professionnelle de ces jeunes et ce matin à la ferme agro-pastorale de Lumbila et au centre de formation professionnelle de l'ANPE du Zignaré, le constat a été fait des conditions d'apprentissage. Si Sylvestre Da a suivi la visite pour nous. Alain Tendrebego est stagiaire en agropastoralisme au SAPAS, la société agropastorale et de services de Lumbila. Avec ses camarades, au nombre de 25, il bénéficie d'une formation professionnelle en élevage et en agriculture. D'autres jeunes ont choisi le centre de formation professionnelle de l'AMPE de Zignaré. Ici, ils apprennent la couture ou l'électricité bâtiment. Ils sont ainsi environ 150 jeunes âgés de 9 à 16 ans, placés dans divers centres de formation par l'ONG Solidaire Internationale, aidée par la fondation ELEA à travers le projet AFIDE, alphabétisation intensive des jeunes pour le développement. Nous sommes très satisfaits parce que ces enfants qui étaient, perdus pour l'école, non seulement ont appris, ont pu avoir leur certificat, mais sont en train d'apprendre un métier. Ils vont être employés, soit par des entreprises ou bien vont faire de l'auto-emploi. Et c'est prévu des fonds pour les installer dès qu'ils auront terminé leur formation pour créer individuellement ou collectivement leur entreprise. Pour être bénéficiaire du projet AFIDE, en plus des conditions d'âge, il faut être issu de familles modestes, venir des zones rurales et être assez doué. Chacun des apprenants choisit lui-même le métier qu'il désire apprendre. Au terme de 3 ans de formation qui allient théorie et pratique, il leur sera délivré le CQP, le certificat de qualification professionnelle.
On est très impressionné de ce qu'on a vu dans les derniers 3 jours en visitant des centres. On a vu les gens très motivés à apprendre des professions et je crois qu'on est très satisfait avec les travaux qu'on a fait. C'est une visite très intéressante parce que c'est maintenant sur le terrain que l'on voit ce qui se fait ici. Moi, je suis absolument convaincue que AFIDE, c'est une bonne possibilité pour attraper l'alphabétisation, la scolarisation. Je crois que c'est la meilleure des choses que l'on puisse faire pour l'avenir de ces jeunes gens. Et j'ai l'impression qu'ils sont très motivés, qu'ils sont très engagés et qu'il y a un bon esprit ici, donc ça m'a beaucoup plu. Cela fait 2 ans que Solidaire International et ELEA interviennent dans la formation professionnelle des jeunes déscolarisés au Burkina. Des jeunes qui envisagent désormais l'avenir avec sérénité. Ils ont des projets plein la tête qu'ils n'ont pas manqué d'exposer aux visiteurs pour un éventuel financement. Ils espèrent ainsi que l'action de leurs bienfaiteurs fera tache d'huile au grand bonheur des jeunes déscolarisés du Burkina Faso. Et nous remettons le cap sur le Houé où la Fondation Occitane vient en appui aux femmes de l'association Yereta à Kondougou. Le projet microfinance alphabétisation maraîchage dont elles bénéficient désormais devrait leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Un programme lancé en collaboration avec un consortium de 3 ONG, Issoufou Zerbo, Sanouha Christine Koulibaly. Cette mobilisation à Kondougou Séjour avait une allure de la célébration de la Journée internationale de la femme. Pour cause, la Fondation Occitane et un consortium de 3 ONG viennent de lancer le projet Microfinance, Alphabétisation, Maraîchage au profit de l'association Yereta de la localité. Ce projet, dont les objectifs sont en étroite adéquation avec le thème du 8 mars de cette année, entend agir sur 3 axes. On voudrait amener les femmes à développer d'autres produits, notamment la maraîchiculture, et renforcer leurs revenus à travers la microfinance et renforcer aussi la capacité quand on sait que bien souvent tirent les taux en matière d'alphabétisation vers le bas. Le projet microfinance alphabétisation maraîchage est le bienvenu. Même si nous étions dans cette dynamique, il va nous aider à accroître nos capacités pour une autonomisation socio-économique réelle. D'une durée de 3 ans, le projet sera financé à hauteur de 105 millions de francs CFA. Cet accompagnement socio-économique de l'association résulte d'un contrat commercial entre les membres de l'association et l'entreprise française Occitane. Une année, l'Occitane avait besoin de 5 tonnes de beurre dans l'espace de 7 jours pour honorer une commande, remplir un conteneur qui devait partir. Nous sommes venus voir l'union de l'UGPPK et nous lui avons demandé si c'était possible de le faire. Elles ont exécuté les 5 tonnes de commandes en 5 jours. Ce que je vais demander à ces productrices, c'est d'abord d'être honnêtes dans la commercialisation des produits et aussi de mettre l'accent sur la qualité du beurre de qualité. L'association Yereta a vu le jour en 2008 sous la bannière de l'Union des groupements producteurs des produits de qualité du Houé UGPPH. Au cours de cette cérémonie de lancement du projet, elle a reçu des lots de récipients visant à accroître sa productivité. Cette cérémonie a également servi de cadre pour exposer les différents produits faits à base de karité. Et comme nous l'indiquions en titre, des comprimés pour désinfecter et rendre l'eau potable, l'eau de consommation potable. Donc, c'est le nouveau produit de l'USAID à travers son programme pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène en Afrique de l'Ouest, qui met ainsi à la disposition des Burkinabés l'Aquataps. L'Aquataps permet de traiter l'eau à domicile et près de 10 millions de comprimés seront disponibles pour les populations des régions du centre, de la boucle du Moun et du sud-ouest. Le lancement est intervenu ce matin à Tangenda, Souri, Adama Koulibaly y était. L'eau, source de vie, peut aussi se révéler source de maladie si elle n'est toutefois pas saine. Et justement pour, entre autres, accroître la connaissance du danger lié à l'approvisionnement en eau non traitée et celle des produits de traitement, le programme Wawash de l'USAID, en collaboration avec Promaco et la Lonabé, a lancé ce matin à Tangenda Souri le traitement de l'eau à domicile Aquatab. Aquatab est un comprimé à base de chlore qui désinfecte 20 litres d'eau en 30 minutes en le rendant pur et potable pour la consommation. Ce programme, qui va s'étendre jusqu'en 2015, devrait permettre de distribuer près de 10 millions de comprimés dans 132 villages des régions du centre, de la boucle du Moun et du sud-ouest
grâce à l'appui des États-Unis. Avec les besoins de l'eau, de la santé et tout ça, ça c'est très important parce que s'il y a de l'eau accessible, s'il y a l'accès aux services sanitaires et tout ça, ça serait possible pour le Burkinabé eux-mêmes de continuer le travail qu'on a déjà fait de construire des institutions politiques et économiques fortes. Et pour faire cela, il faut avoir une population très saine. C'est certainement un produit qui va sans doute permettre d'améliorer les conditions de vie des populations en évitant des maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée, le choléra ou encore la dysenterie. Nous avons à charge le programme national d'approvisionnement en eau potable et qui concourt vraiment avec les objectifs du millénaire pour le développement. Et je pense que avant même le thème du projet qui est de 4 ans, ça pourra contribuer à nous aider à atteindre un tant soit peu les objectifs du millénaire qui sont en même temps nos objectifs au niveau de la SCAD pour vraiment améliorer l'accès à l'eau potable de nos populations. Disponible dans les boutiques et les associations féminines à base communautaire des 3 régions cibles, la plaquette de 10 comprimés d'Aquatab coûte 100 francs CFA. Couper et découper la viande selon les normes du marché international, cela s'apprend et les bouchers du Houé se mettent à l'heure de ces nouvelles techniques. L'association interprofessionnelle de la filière bétail-viande veut des acteurs plus compétents et des produits plus compétitifs. Moumouni Barou. Vêtus de leur blouse, ces bouchers ont abandonné leur étal pour aller se perfectionner dans le domaine de la technique de coupe et découpe et également de l'hygiène. Ici, l'exercice est mené sur une carcasse de bœuf. Le but étant de permettre aux bouchers de se familiariser davantage avec de meilleures pratiques afin de renforcer leurs capacités. D'où la tenue de cette formation initiée par l'association interprofessionnelle de la filière bétail-viande du Houé, financée par le PAFASP. L'objectif recherché par notre association, c'est le renforcement des capacités de nos bouchers. À savoir, aujourd'hui, la formation, c'est sur la coupe et la découpe de la viande et les mesures d'hygiène aussi qu'ici à faire. Donc, c'est pour cela qu'on a convoqué tous les bouchers des 13 départements du Houé pour les former. Au point de vue, par exemple, de l'hygiène, quand vous allez pour acheter de la viande, vous voyez les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Donc, il faut que ces conditions-là soient améliorées pour préserver la santé de nos populations. C'est une façon de donner aux bouchers, dans le cadre de la mondialisation du commerce international, qu'ils soient imprégnés des réalités internationales, dans le cadre même de l'exportation de la viande, qu'ils savent les morceaux, leur destination culinaire et leur importance. Ça apporte beaucoup plus de plus-value aux bouchers. Parce que les morceaux n'ont pas les mêmes valeurs. Ils sont une 60aine de bouchers à venir se former pour une meilleure compétitivité de leurs produits sur le marché national et international. Et au terme des 8 jours de formation, l'association attend de ces bouchers des acteurs aptes à même de redynamiser la filière bétail-viande. Et dans la série Installation des maires, c'est désormais Alexis Bahoma Soulama qui va présider aux destinées de la commune de Banfora durant les 5 prochaines années. Le nouveau maire inscrit son mandat dans la continuité des efforts de développement et invite à l'union et à la cohésion pour la prospérité dans la cité du paysan noir, Rukia Sanou. Avec à ses côtés 79 conseillers municipaux, Alexis Bahoma Soulama est appelé à poursuivre l'élan de développement de la commune de Banfora pour ces 5 prochaines années. Cet ingénieur de géologie et des mines, titulaire de plusieurs diplômes universitaires en sciences de la terre et de l'atmosphère et actuel directeur général de la société minière Unicom SA, entend mettre son expérience de manager au service de sa commune. La santé, l'éducation, la réalisation d'infrastructures socio-économiques et la cohésion sociale sont au nombre de ses priorités. Notre approche, c'est d'abord de convaincre les gens de la nécessité d'ailleurs de contribuer au développement de la commune. Mais sans la cohésion, on ne peut pas. Et Banfora est un cas particulier où nous disons, nous lançons un appel à tous. Moi, il ne faut pas que quelqu'un me regarde. Moi, je ne suis rien devant les priorités de la mairie. Moi, je ne suis qu'un ouvrier de la mairie qui met en œuvre les délibérations d'un conseil municipal. C'est donc avec le concours de tous qu'il espère mener à bien son plan de développement.
Une option soutenue par son ministre de tutelle. Le maire et son conseil municipal seul ne peuvent pas développer la commune. Il faut que les citoyens, chacun à son niveau, se disent qu'est-ce que je fais pour ma commune? Quelle est ma contribution? Et c'est à partir de ce moment seulement qu'on peut demander des comptes au conseil municipal. Ensemble, nous allons mettre la main dans la main pour un travail au niveau de là-bas pour que les actions de développement initiées par le conseil municipal puissent aller de l'avant. Outre le RDB, d'où est issu le nouveau maire de Banfora, 4 autres partis politiques, dont le PDS Metba, l'ADF RDA, l'UNIR PS et le Parent, composent le conseil municipal de la cité du paysan noir. La commune de Bagassi enregistre la première femme à un tel poste de responsabilité. Nyumouye Nibatan, qui a pris les rênes de cette collectivité depuis le 6 avril dernier, elle affiche son ambition d'œuvrer pour de meilleures conditions de vie de ses administrés. Le portrait de cette pionnière avec Aboubakar Sagnan. C'est une Amazone qui mènera le combat pour le développement de la commune rurale de Bagassi. Élue conseillère sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès, Nyumouye Nibatan a pris un engagement devant les populations. Elle ira au-delà de l'ardeur au travail et du génie pour être à la hauteur de l'espoir et de la confiance placée en elle, car la commune fait face à de nombreux défis de développement. La principale priorité des populations, c'est vraiment les questions de santé, de l'eau, de l'école, ça veut dire l'éducation des enfants, et puis les infrastructures. Parce que notre commune est l'une des plus difficiles à atteindre pendant l'hivernage. Donc nous allons mettre un point d'honneur à la réhabilitation des infrastructures routières. La nouvelle locataire de l'hôtel de ville devra aussi donner suite aux doléances des femmes. Puis qu'elle nous aide, surtout la maison de la femme. Bon, là, moi, je suis secrétaire général, mais ça ne marche pas. Mais comme elle est devenue maire, je veux qu'elle nous aide pour que ça marche. Les populations et le conseil municipal de Bagassi ne sont pas seuls dans leur combat. Ils pourront compter sur le soutien des fils de la localité. Avant d'être ministre, j'étais candidat à la députation et que j'ai été élu à l'Assemblée nationale. Donc à ce double titre, évidemment, nous sommes là pour contribuer de notre mieux à tout ce qui peut participer à l'évolution de la population au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des pistes rurales, au niveau de toutes leurs préoccupations qu'ils nous ont exprimées lors de la campagne que nous avons vécue ici. Nous ferons de tout notre possible pour qu'en tout cas le maximum puisse être fait. Situé dans la province des Balais, dans la boucle de Mouhoun, Bagassi bénéficiera aussi de l'appui de l'État central, au dire du haut-commissaire de la province. Le même jour à Pabré, le maire réélu Anatole Désiré Douamba prenait officiellement en fonction. Un deuxième mandat qui devrait voir les acquis du mandat écoulé se consolider. Et parmi les nouveaux défis à relever, la question de l'emploi des jeunes dans la commune. Ramatou Zida, Jacques Lamissa Tarpaga. Accompagné par une délégation et par des chants, le maire de Pabré va recevoir son écharpe. Issu du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Anatole Désiré Douamba, le nouveau maire a été élu pour la deuxième fois le 8 mars dernier. Cette cérémonie d'installation de Anatole Douamba dans ses fonctions a été l'occasion de rappeler les acquis engrangés au cours des 5 années écoulées. La commune de Pabré est une commune modèle où au niveau de l'enseignement de base, nous avons fait vraiment des progrès. Au niveau social, nous avons fait des progrès avec les CSPS. Nous avons fait vraiment de grandes réalisations. Aujourd'hui, au niveau assainissement et eau aussi, c'est un modèle de réussite. Des acquis, oui, mais de nombreux défis restent à relever. Et le bourgmestre entend pour les 5 ans à venir consolider les réalisations et mettre l'accent sur les perspectives d'emploi pour la jeunesse. Ce que nous pensons faire, c'est consolider les acquis. Ça veut dire permettre que l'eau que nous avons puisse se pérenniser, que les écoles puissent fonctionner correctement, les CSP puissent fonctionner correctement. Mais ce que nous envisageons, c'est voir comment faire pour que les jeunes là puissent avoir du travail. Et là, nous avons déjà un partenaire que nous avons dans le cadre des villages du millénaire qui promettent de nous aider
pour l'aménagement des bas-fonds, faire des puits maraîchers pour que les jeunes puissent s'employer. C'est avec une équipe de 2 partis politiques dont 34 conseillers du CDP et 8 du Faso autrement que Anatole Douamba compte relever les défis de cette commune d'environ 28 000 habitants. Son souhait est que l'ambiance qui a prévalu lors de son premier mandat se poursuive et que les fils et les filles de Pabré puissent faire du développement de leur localité une vision commune. Tout autre chose à présent, les cadres du ministère de la promotion de la femme et du genre améliorent leurs connaissances en matière de suivi et évaluation des projets et programmes intégrant le genre. Une mise à niveau en rapport avec la politique nationale genre en place depuis 2009. Kadi Sanogo. Pour assurer une meilleure mise en œuvre de la politique nationale genre, le ministère de la promotion de la femme veut se doter de ressources humaines compétentes et qualifiées. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier de formation en suivi et évaluation des projets et programmes tenant compte du genre. L'objectif visé par cette rencontre est de renforcer les capacités des cadres de ce département ministériel. Il faudra que chaque cadre du ministère puisse être à mesure de pouvoir comprendre les concepts suivi-évaluation, de pouvoir définir des indicateurs suivi-évaluation genre sensible, de pouvoir également concevoir un système de suivi-évaluation qui prend en compte le genre et aussi de pouvoir élaborer les rapports de suivi-évaluation pour que, dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets et programmes, nous puissions réduire les inégalités hommes-femmes pour un développement humain durable. C'est en juillet 2009 que le gouvernement a adopté la politique nationale genre, un document de référence pour les acteurs et actrices en matière de promotion du genre et qui œuvre à la réduction des inégalités entre les sexes. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes sur la télévision du Burkina. À demain.